Nous sommes jeudi 16 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour le DEJ Matinal Info. L'information juste à la bonne heure qu'il vous faut pour faire le plein de l'actualité. Le DEJ Matinal Info, c'est maintenant avec le retour sur l'actualité. Le retour sur l'actualité de ce jeudi sera marqué par la décision du gouvernement burkinabé d'apurer la dette sociale à l'endroit des enseignants du ministère en charge de l'enseignement de base. Pour ce faire, les autorités entendent débloquer un montant de 31 milliards de francs CFA afin d'éponger la dette qui couvre la période de 2023 à 2025. Restez avec nous, vous aurez les différents détails. Dans ce Info, nous parlerons également du lancement des travaux de démolition des installations anarchiques sur l'emprise de la voie de contournement. Pour cette première opération, les démolitions ont concerné les installations commerciales et elles s'étendront les jours à venir aux installations à usage d'habitation. Il sera aussi question de la visite du ministre de la Culture au Tchad, pays invité d'honneur de la 29e édition du FESPACO, présent à N'Djamena dans le cadre des préparatifs du rendez-vous du 7e art. Pegwende Gilbert Ouedraogo a été reçu par le maréchal Mahamat Debitno. Images et réactions sont à suivre dans un instant. Et c'était là les principaux titres du retour sur l'actualité. Et nous prenons la direction de la présidence du Faso où s'est tenu ce 15 janvier l'hebdomadaire Conseil des ministres. On retient que le gouvernement burkinabé a décidé d'apurer la dette sociale à l'endroit des enseignants du ministère de l'enseignement de base. À cette décision s'ajoute l'autorisation donnée à l'APEC au titre du ministère de l'économie et des finances de participer à la construction en cours d'une usine semi-mécanisée de mines dans la région du sud-ouest et d'une autre usine de transformation de tomates à Tinkodgo. Plus de détails avec Michael Tougri. Au ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant fixation du taux de l'indemnité de logement du personnel enseignant ou d'encadrement et des indemnités d'astreinte de technicité de logement du personnel de l'État issus de nouveaux emplois spécifiques du ministère. Selon le ministre chargé de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dingara, ce décret permet d'apurer la dette sociale à l'endroit des agents qui avaient droit depuis 2023. Un montant qui s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA. Une volonté du gouvernement burkinabé de respecter ses engagements pris à l'endroit de ce personnel. Il faut dire que l'adoption de ce décret constitue une avancée significative, j'allais dire, pour le gouvernement, en ce sens qu'il permet d'honorer la dette sociale à l'endroit de l'ensemble des collaborateurs qui effectivement avaient droit à cet avantage depuis 2023. Mais vous vous souviendrez que Son Excellence, le président du Faso, en avril avait demandé à nos collaborateurs justement de patienter, de consentir l'effort patriotique. Et dès que la situation va s'améliorer, alors le gouvernement prendra les dispositions pour honorer cette dette sociale. Alors cette décision du Conseil, il faut le dire, est un acte fort et symbolique. Ce décret, dans ce contexte de crise, est une reconnaissance concrète du rôle essentiel que nos collaborateurs, que sont les enseignants, jouent sur le terrain, de ce rôle fondamental que nos collaborateurs jouent dans la refondation de notre société à travers leur dévouement dans l'enseignement au sein des écoles. Au ministère de l'économie et des finances, 2 décrets sont adoptés. Le premier portant autorisation de prise de participation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans 2 usines en cours de construction. Il s'agit pour la première d'une usine semi-mécanisée de mines dans la région du sud-ouest. Mine appelée Bielmera Mining. Le Conseil a autorisé la prise de participation de l'APEC à hauteur de 21%. Le coût total de la construction de l'usine est de 1,548 milliards. Donc avec cette autorisation, l'APEC pourra prendre une participation à hauteur de 21% et les 79% seront prises par la société coopérative Bâtir l'Avenir qui porte les participations des adhérents de l'APEC. Cela va permettre d'accélérer la construction de la mine
et permettre à l'APEC de continuer à participer à l'industrialisation du pays. Le deuxième décret porte autorisation de prise de participation de l'APEC dans la construction d'une usine de transformation de tomates dans la région du centre-est à Tenkodougou. Le coût de construction de cette usine est de 7,5 milliards de francs CFA et la prise de participation de l'APEC s'élève à 1,5 milliard de francs CFA et le reste porté par la société coopérative Bâti l'Avenir au nom des adhérents de l'APEC. Dans l'optique de procéder à l'appurement de la dette sociale à l'endroit des enseignants du ministère de l'enseignement de base, sachez, mesdames et messieurs, que le Conseil des ministres a décidé de débloquer un montant de 31 milliards de francs CFA. C'est un montant qui servira à éponger la dette sociale couvrant la période de 2023 à 2025. Écoutons à ce propos les explications du ministre chargé de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dingala. Et au regard donc de la trésorerie, le gouvernement a décidé donc d'étaler et de répartir donc cette dette sociale sur l'ensemble donc de l'année. Alors le pays a été divisé donc en 4 zones en ce qui concerne donc la liquidation de la dette. La première zone constituée essentiellement donc de 19 provinces, à savoir le BAM, les Banwa, la Nyanya, le Gourma, la Komandiari, la Kompienga, la Kossi, le Kulpergo, le Lorum, le Moun, le Namentenga, le Nayala, l'Oudala, le Sanmatenga, le Seno, le Soum, le Sourou, la Tapua et le Yaga. Naturellement, les agents de ces provinces verront leur indemnité corrigée au cours donc des mois de février et mars. La deuxième zone est constituée essentiellement donc de 7 provinces, les Balais, le Boulgou, la Komoé, le Kouritenga, le Passoré, le Yatenga et le Zandoma. Alors l'incidence financière des agents de ces 7 provinces donc, sera corrigée au cours donc, des mois d'avril et mai. Alors la troisième zone est composée donc de 15 provinces, notamment le Bazega, la Bougriba, le Ganzourgou, le Yoba, le Kenedougou, le Kourouéro, la Leraba, le Naouri, le Nombiel, l'Oubritenga, le Poni, la Sicile, le Tui, le Ziro et le Zumuero. Alors, l'incidence financière donc, de ces 15 provinces sera corrigée en juillet et septembre. Et enfin, la quatrième zone donc, qui est composée des provinces donc, du Boulkemde, le Oué, le Kadioro et le Sanguier, le traitement de l'incidence financière des agents relevant de ces provinces se fera sur la période d'octobre à décembre. Voilà donc les 4 zones retenues par le Conseil des ministres pour la liquidation de la dette sociale. Alors ce plan d'appurement se veut réaliste en fonction bien sûr de la trésorerie et avec une priorité, comme vous l'avez constaté, qui a été donnée aux zones à fort défi sécuritaire. On se rend à présent à la primature où le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Au cœur des discussions, les différentes priorités du gouvernement burkinabé que la nouvelle administration américaine doit prendre en compte dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Pour sa part, le Premier ministre a indiqué que son gouvernement place en priorité la lutte contre le terrorisme et l'affirmation de la souveraineté du Burkina. La diplomate s'est exprimée à l'issue de l'audience. Nous vous proposons un extrait. Monsieur le Premier ministre et moi, nous avons beaucoup discuté sur les priorités que les États-Unis et le Burkina Faso ont en commun. Nous sommes d'accord que le but principal, c'est de supporter, de créer un Burkina Faso qui est fort, indépendant et stable. Et mon pays, les États-Unis, nous allons essayer de collaborer avec le gouvernement. Nous allons accompagner le peuple burkinabé dans cet but commun. Bon, le Premier ministre, il a éclairci un peu ses priorités de la sécurité, la souveraineté et aussi la sécurité alimentaire parmi des autres. Et les États-Unis accompagnent le peuple burkinabé dans tous ces domaines. Et nous avons travaillé ensemble pour soutenir le peuple burkinabé depuis des années et nous allons continuer cet effort. Bon, les relations entre Washington et Ouagadougou sont très fortes
avec le nouveau gouvernement américain qui va s'installer à partir de lundi. J'espère que ça va continuer. Après plusieurs mois de sensibilisation, les acteurs chargés du réaménagement de la voie de contournement du Grand Ouaga passent désormais à la répression. L'opération de démolition des installations anarchiques aux abords de cette voie a débuté ce mercredi et s'inscrit dans le cadre d'une initiative qui vise à améliorer l'organisation de l'espace urbain. Ces démolitions ont débuté à Rumtenga et vont s'étendre les jours à venir aux installations à usage d'habitation tout le long de la voie de contournement. Alexis Wenkouni et Belem Naba. Passé l'étape des opérations régulières d'interpellation et de sensibilisation, voici le sort réservé aux installations logées dans l'emprise de la voie du contournement du Grand Ouaga côté nord-est. Le bulldozer Vrombi et terrasse toutes les installations commerciales dans l'emprise de la voie du contournement. Une initiative de l'ONCAC, Office national du contrôle des aménagements et des constructions, qui vise à libérer l'emprise de l'ensemble de la voie de contournement qui est de 100 mètres de part et d'autres de l'axe. Cette sortie de démolition fait suite à un constat régulier de l'occupation anarchique de l'emprise de la voie par des services techniques, relève le secrétaire technique de l'ANCF, Autorité nationale de coordination du foncier. Le Burkinabé a pensé la voie de contournement pour décongestionner en fait le trafic dans la ville de Ouagadougou, pour fluidifier en fait la circulation dans les abords. Et maintenant, pour la sécurité même des riverains. Donc il n'est pas question que ce qu'on a voulu éviter en faisant le contournement se reproduise encore aux abords de contournement. Donc tous les promoteurs immobiliers qui ont fait des aménagements, dégagé des parcelles à usage d'habitation, nous sommes en train en fait de les convoquer pour leur dire que ce type d'investissement n'est pas approprié pour une telle voie à grande mobilité. Malgré les multiples opérations régulières d'interpellation, de sensibilisation et des communiqués, certains occupants prétendent n'avoir reçu aucune information en la matière. Et c'est dans l'amertume et le regret qu'ils regardent leurs investissements réduits en décombres. C'est ce matin ils sont venus mettre les croix rouges là. Je n'ai jamais eu une information. Je vous ai dit, moi j'avais eu des malversations de mes employés, j'étais à Bobo depuis le 3. J'ai même envoyé des jeunes à la brigade de recherche. C'est avant-hier seulement que je suis revenu de Ouaga. Je n'avais même pas de temps, j'étais déconnecté de tout. Je reviens ce matin, je pars au travail, je reviens. On m'appelle dire qu'il y a des gens qui sont là, ils parlent pour parler de la délimitation. Moi je suis prêt, même si on m'avait dit de couper, de construire, je vais faire. Mais venir détruire comme ça, c'est irrespectable, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas content. Tristesse et désolation se lient sur ces visages. Pour Yacouba Siko, directeur général de ONCAC, toutes les installations logées dans l'emprise et la servitude de la voie de contournement avaient fait l'objet de dédommagements préalables. Et sa structure entend poursuivre la veille pour la libération totale de l'emprise et la servitude de la voie. Il y a des seconds acquéreurs, c'est-à-dire il y a des gens qui ont acquis le foncier après les premiers, c'est-à-dire que les premiers qui ont été dédommagés. Il y a eu une nouvelle vague d'acquéreurs de fonciers et ce sont ces gens-là qui prétendent n'avoir pas l'information. Quand vous achetez un bien, vous devez vous assurer qu'effectivement le bien que vous achetez répond à toutes les conditions. Et c'est le cas aujourd'hui. Cette opération de l'ONCAC a été appuyée par la Direction générale chargée de l'urbanisme et la Direction générale des infrastructures et du transport. Une initiative coordonnée des services traitants du foncier afin de mettre de l'ordre dans ce secteur. Pour cette première opération, les démolitions ont concerné les installations commerciales. Elles s'étendront les jours à venir aux installations à usage d'habitation. Direction N'Djamena au Tchad, pays invité d'honneur de la 29e édition du FESPACO, où le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a effectué une visite. Pengwende Gilbert Ouedraogo a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État tchadien, Mahamat Déby Itno. Le ministre Gilbert Ouedraogo était porteur d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le point de l'audience avec Sanata Siri.
Le Tchad est le pays invité d'honneur de la 29e édition du FESPACO. Ce 14 janvier, une délégation burkinabé avec en sa tête le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme était en N'Djamena au Tchad dans le cadre des préparatifs du dit festival. La délégation dit être porteuse d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue le maréchal Mahamat Déby Itno. Celui de réaffirmer la solidarité du Burkina Faso au Tchad dans ce contexte difficile que connaissent les deux pays. Le contexte aujourd'hui impose donc que nous puissions traduire notre solidarité vis-à-vis du peuple frère tchadien. Donc son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans son message, a dans un premier temps traduit toute sa proximité, toute sa solidarité et celle du peuple burkinabé à son frère et homologue ainsi qu'au peuple tchadien. Il a également souhaité dans le message accueillir à Ouagadougou le président de la République du Tchad à l'occasion donc de la 29e édition du FESPACO. Nous avons eu une oreille très attentive. Le maréchal du Tchad a également en réponse indiqué toute sa satisfaction pour l'insigne honneur qui est fait au peuple tchadien. Donc le Tchad a été retenu comme pays invité d'honneur du FESPACO. Cette année au FESPACO, ce sont plus de 200 films qui ont été sélectionnés, dont 4 films tchadiens. Et parmi les membres du jury retenu, l'on compte plusieurs Tchadiens. Entre le Burkina Faso et le Tchad, nous entretenons des relations historiques qui datent de plusieurs siècles. Le maréchal l'a indiqué, il y a même des liens de sang entre les Burkinabés et les Tchadiens. Donc de ce point de vue, nous entendons en tout cas organiser ce festival dans une très bonne ambiance de fraternité, de solidarité africaine, parce qu'aujourd'hui, le ferment, ce sur quoi nous devons nous appuyer, c'est notre richesse culturelle, notre richesse interafricaine qui devrait aujourd'hui en tout cas nous permettre d'aller véritablement vers une souveraineté totale, et c'est à partir de là que nous allons développer nos différentes nations et apporter aux populations le bien-être et le plein épanouissement. Cette visite était également l'occasion de consolider les relations de fraternité et de coopération qui lient le Burkina Faso et le Tchad. La 29e édition du FESPACO prévue du 22 février au 1er mars 2025 constitue une opportunité pour promouvoir le cinéma africain et célébrer la diversité culturelle du continent. À noter que le Tchad est le seul pays d'Afrique centrale à avoir un ambassadeur résident au Burkina Faso, témoignant de la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. D'où le choix de ce pays comme pays invité d'honneur au FESPACO 2025. En sport, des clubs burkinabés sont sous le coup d'une sanction de la FIFA pour cause les dirigeants de ces clubs n'ont pas respecté les exigences contractuelles de certains joueurs qu'ils ont recrutés. Parmi ces clubs figurent l'Asfa Yenenga et Salitas. Le club jaune et vert est sommé de payer près de 3 millions de francs CFA et en 45 jours à compter de la publication du communiqué. Il est également interdit de recrutement sur 3 mercatos consécutifs jusqu'à ce qu'il s'acquitte de ses obligations financières. Des sanctions qui font réagir des journalistes sportifs dans ce reportage de Yacine Sawadgo. Pour s'être rendu coupable de non-paiement de certains joueurs, des clubs de football burkinabés se sont vus interdits de recrutement par l'instance internationale de football, la FIFA. Pour beaucoup, c'est une sanction qui tombe comme un coup de massue. Une situation qui, selon certains spécialistes du domaine, ne surprend guère, car pour eux, ces clubs étaient bien conscients de leur sort à raison du non-respect des exigences contractuelles avec certains joueurs. Ces clubs sont Salitas, AS Douane et Asfa Yenenga. En plus de l'interdiction de recrutement, des sommes comprises entre 2 et 3 millions doivent être également payées avec un délai bien précis. Ne pas payer des salaires ou en tout cas ne pas respecter la partie, enfin les clauses contractuelles, surtout au niveau des dirigeants africains, c'était devenu monnaie courante. Donc il fallait à un moment donné mettre fin à tout cela pour permettre évidemment à ces joueurs-là d'être rétablis dans leurs droits. Et je pense que c'est également aussi ce qui a guidé la FIFA à pouvoir prendre ces mesures-là. C'est la même chose que la normalisation des stades et tout ça. Ça résulte un peu de la méconnaissance des textes qui régissent le football à certains niveaux.
Vous savez, quand on signe un contrat avec un joueur, c'est deux parties qui sont liées par un texte bien écrit où chacun a pu apposer sa signature. Et lorsqu'à un moment donné, vous refusez de respecter ce que vous-même vous avez écrit, et il y a problème. Et cela aussi vient lever un peu l'amateurisme de certains clubs burkinabés qui font des contrats en bonne et due forme, enregistrés au niveau de la Fédération burkinabé de football qui ne respecte pas également les clauses. Alors, donc quand on fait ce constat, on se rend compte que peut-être que c'est ça qui est venu lever un peu le lièvre. Sinon peut-être que ça existe un peu partout dans ce championnat-là, où des joueurs, des clubs libèrent des joueurs, alors sans paiement de leur arriéré. Si l'AS Douanes a pu se mettre à jour, l'ASFA Yenega, plus précisément, est sous la sanction. Interdiction de recrutement et obligation de payer 3 millions de francs CFA avec un délai de 35 jours à compter de la date de publication du communiqué. Vous savez que les instances internationales, il n'y a pas de pitié. Lorsque vous allez, et c'est le droit et le pur droit qu'ils appliquent, c'est déplorable. On a cité certains clubs pêle-mêle, mais je me dis que ces clubs-là sont rentrés rapidement en négociation et qu'ils sont sortis de laurier. Auquel cas, de mon point de vue, ça ternit l'image du football burkinabé, parce qu'on ne se rend pas compte que cela existe. C'est dommage que ça arrive à un moment difficile pour l'ASFA Yenega, mais bon, je pense que c'est aussi ça. Voilà, vous avez vu, l'AS Douanes aussi avait été sanctionné, mais la sanction a été levée parce que rapidement ils ont payé ce qu'ils devaient et d'autres ils peuvent recruter à nouveau. D'ailleurs ils ont recruté. Donc à partir du moment où vous arrivez à respecter cette partie-là, automatiquement la sanction se lève. Donc je pense que c'est un peu ça. Aujourd'hui, les joueurs, il faut voir, les joueurs sont dans des conditions assez difficiles, c'est assez précaire. Avec l'interdiction de recruter pendant 3 fenêtres de mercato, je pense que quand on est l'ASFA Yenega, quand on connaît la situation actuelle de l'ASFA Yenega, quand on est Salitas, quand on a la situation des Salitas, c'est difficile. C'est difficile et c'est en plus pour la publicité de ces clubs-là, ce n'est pas bien qu'on se rende compte que l'opinion se rend compte que ces clubs-là n'arrivent pas à payer. Ce n'est pas des sommes extraordinaires. Hein. Vous entendez que c'est 3 millions par-ci, c'est 2 millions par-là, et pas plus. Et quand ces situations arrivent, franchement, c'est pas beau. À en croire ces analystes sportifs, chaque club devrait s'entourer d'un arsenal, encore plus lorsqu'il s'agit de grands clubs du championnat burkinabé. Revenons même au professionnalisme des clubs. Il faut que tous les clubs se dotent des personnes juridiques. Je veux dire, il faut qu'ils s'entourent des avocats qui puissent les permettre de suivre régulièrement cela. Un joueur ne peut pas aller poser une plainte tant qu'il n'y a pas forcément une tentative de réconciliation à l'amiable. Mais lorsque vous dites de laisser partir, c'est un peu compliqué, surtout quand vous êtes lié au club là, aux joueurs plutôt, par un contrat qui est enregistré au niveau de la Fédération burkinabé de football. Il faut avoir un conseil juridique, tout un arsenal juridique aussi aux côtés pour accompagner les clubs pour ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Évidemment, aujourd'hui, vous voyez que les clubs sont assez structurés avec des directeurs sportifs, avec également des scouts qui doivent permettre de faire des recrutements. Donc tout ça aujourd'hui doit pouvoir se faire avec une certaine rigueur. Parce que quand on met beaucoup de rigueur dans l'exploitation des joueurs, ou en tout cas dans la détection des joueurs, aller chercher l'oiseau rare pour venir, on se trompe rarement. On peut se tromper, mais on se trompe rarement. Toujours selon eux, dans une situation d'arriéré des salaires, il faut privilégier le dialogue pour une entente à l'amiable. Toute chose qui pourrait permettre d'éviter beaucoup de désagréments à l'image de ces sanctions de la FIFA. Le DEJ Matinal Info se poursuit avec à présent la revue de presse. Au niveau de l'observateur Palga, la une du jour est marquée par retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Il faut laisser de côté les émotions et envisager les choses avec sérénité, lucidité et pragmatisme, dixit Alexandre Sankara. Également à la une de l'observateur Palga, ministère de l'enseignement, apurement progressif de la dette sociale de l'ordre de 31 milliards
de francs CFA. Au niveau du journal Le Quotidien, la une du jour est marquée par le procureur du Faso auprès le TGI Ouaga 1 à propos de l'opération spéciale casier vide. Pour aller vite et bien, nous avons convenu d'adopter la formule du juge unique. Et toujours à la une du quotidien, libération des emprises de la voie de contournement, l'opération de démolition des occupations anarchiques lancée. On termine avec le journal Aujourd'hui au Faso dont la une est marquée par Conseil des ministres, apurement de la dette sociale au MENA-PLN, ENAREF égale END égale IFPD EGF et renouvellement du tribunal militaire. Également à la une de Aujourd'hui au Faso, Mozambique investi dans un contexte insurrectionnel, Daniel Capo peut-il tenir? Il y a 100 ans naissait Frantz Fanon, un anticolonialiste toujours actuel. Et pour terminer toujours avec Aujourd'hui au Faso, accord Israël-Hamas, vue du Sahel, géopolitique et bonne manœuvre. Poursuivons à présent le déj matinal info avec l'invité du jour. Salif Ouedraogo, responsable de la santé au niveau du district sanitaire de Bascui, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons de la campagne nationale de vaccination qui sera bientôt lancée contre la fièvre typhoïde. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien. Déjà, avant de débuter nos échanges, nous allons suivre un reportage justement sur le lancement de cette campagne nationale de vaccination qui est gratuite et qui concernera la fièvre typhoïde. Elle se tiendra sur toute l'étendue du territoire burkinabé et elle cible tous les enfants âgés de 9 mois à 14 ans pour les protéger contre cette maladie évitable par la vaccination. C'est un reportage de Tourbom Fabrice Tabiré. Une fièvre élevée et persistante, une fatigue intense, des céphalées, des insomnies, des vertiges, une constipation ou une diarrhée, une perte d'appétit, ce sont là quelques symptômes que présentent les personnes atteintes de la fièvre typhoïde. Causée par une bactérie dénommée Salmonella typhus, la fièvre typhoïde est une maladie potentiellement mortelle. Et c'est dans l'objectif de réduire considérablement le taux de morbidité et de mortalité de cette maladie que s'est tenu cet atelier d'orientation et de plaidoyer auprès des autorités administratives, coutumières, religieuses ainsi que les hommes et femmes de médias. Réunis ici au district sanitaire de Bascui, les acteurs devront servir de relais auprès des communautés. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse, très contagieuse avec de nombreuses complications, malheureusement qui conduisent au décès. Et 80% environ de ce taux de létalité concerne les enfants de moins de 15 ans. Alors nous saluons vraiment le gouvernement à travers le ministère de la Santé qui nous permettra de prévenir cette maladie, bien sûr avec les mesures d'hygiène associées. Le taux de mortalité dû à la fièvre typhoïde est plus élevé chez les tout-petits. C'est donc l'occasion pour Dr Bambara, médecin-chef du district sanitaire de Bascui, d'inviter les populations à faire vacciner leurs enfants de 9 mois à 14 ans. À l'endroit de la population, nous allons vous demander vraiment d'adhérer massivement à cette campagne de vaccination. C'est un nouveau vaccin pour le Burkina Faso qui va nous permettre vraiment de protéger nos enfants contre la fièvre typhoïde et surtout d'éviter les formes graves de la fièvre typhoïde. Bien outillés sur les enjeux du nouveau vaccin qui sera bientôt introduit au Burkina Faso contre la fièvre typhoïde, les participants prennent l'engagement d'encourager les habitants de leur ressort territorial à faire vacciner leurs enfants afin de lutter contre toutes les formes de cette maladie. Quand on est malade, nous allons directement payer nos produits nous-mêmes. On consomme et voilà. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ce n'est pas comme ça. On se trompe et après, ça se complique. Et voilà, après, il y a des problèmes. Donc, vraiment, cette campagne est la bienvenue, la vaccination. Nous remercions les autorités de ce pays qui ont pensé à nos enfants. Bon, on demandait aussi pourquoi pas les grandes personnes, mais bon,
les enfants d'abord et après le reste va suivre. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse qui se transmet par voie féco-orale par la contamination des aliments et de l'eau. La campagne de vaccination antityphoïdique se déroulera sur tout le territoire national du 23 au 29 janvier prochain. Dès le 30 janvier 2025, ce vaccin sera introduit dans le calendrier vaccinal de routine des enfants au Burkina Faso. Le district sanitaire de Bascui entend vacciner environ 64 000 enfants. Retour sur le plateau du DEJ Info pour des échanges avec Salif Ouedraogo, le responsable de la santé au niveau du district sanitaire de Bascui. Déjà pour commencer, expliquez-nous la maladie, c'est quoi exactement la fièvre typhoïde? D'accord, merci beaucoup. La fièvre typhoïde, comme on l'a dit, c'est une maladie contagieuse qui se transmet d'une personne malade à une personne bien portante à travers la contamination, comme on dit, féco-orale. C'est-à-dire que la personne bien portante est malade du moins en faisant ses selles et hors des latrines bien sûr, ça va contaminer les aliments et l'eau également qui ruisselle, et que à travers le ruissellement et la contamination, c'est que les gens arrosent, les jardinages et autres. À travers ça, les crudités que nous allons consommer, si nous ne les désinfectons pas avant de les consommer, nous allons avoir cette maladie. Ça, on parle de féco-oral, à travers les selles, et ça va passer par la bouche pour être infecté à l'homme. En termes d'aliments, le lien direct, c'est donc avec les légumes? Pas les légumes seulement, tout ce qui peut être consommé à cru. Et également, après l'utilisation des toilettes, si la personne n'a pas fait l'hygiène des mains, n'a pas lavé les mains, c'est-à-dire à travers sa main, il va contaminer d'autres personnes, bien sûr. Et si ces derniers également ne prennent pas les mesures d'hygiène nécessaires, ils vont avoir la maladie à travers les mains souillées, bien sûr. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que beaucoup aussi appellent la fièvre typhoïde la maladie de la main sale? Oui, c'est la maladie de la main sale, comme on a dit. Voilà. Comme le manque d'hygiène qui va effectivement contribuer à mettre ça à travers la bouche, bien sûr. Est-ce que nous avons des données par rapport aux chiffres sur l'ampleur de cette maladie-là au niveau du Burkina, au niveau de Ouagadougou, par exemple? Oui, au niveau du Burkina, les chiffres, on peut aller à des proportions, parce que c'est, quand on prend, on dit que c'est 64%, c'est les enfants de 14 ans, 9 mois à 14 ans qui sont les plus contaminés. Et en termes de décès, près de 80% de ces enfants également qui décèdent, parmi les décès qu'on a enregistrés au Burkina Faso, parce que c'est plus de 300 cas de décès. Et parmi ces 300 cas, il y a 80% représentent les enfants de 9 mois à 14 ans. Voici les raisons qui expliquent pourquoi on a ciblé les enfants pour cette campagne, pour la campagne de vaccination, parce que c'est cette couche qui est plus vulnérable à cette maladie. Dans vos données statistiques, est-ce qu'il y a une période donnée où on se retrouve avec un accroissement des cas de fièvre typhoïde? Bon, on n'a pas les résultats de ces études-là. Sinon, c'est, comme on a dit, dans les zones plus reculées, les gens consomment les eaux des mares, toujours les eaux des marigots. Donc, il va de soi que si l'eau n'est pas bien traitée, et pendant ces périodes de saison hivernale où l'eau stagne dans les mares et marigots, les gens qui en consomment vont avoir plus de maladies. Mais comme il n'y a pas eu d'études qui montrent la période exacte du pic, dont on saurait vous donner ces raisons. Il existe aujourd'hui plusieurs pathologies. Comment est-ce qu'on arrive à reconnaître que l'on souffre peut-être de la fièvre typhoïde? Quels sont les symptômes? Ok, merci bien. Il faut dire que les symptômes de la fièvre typhoïde sont similaires à ceux du paludisme. Voici pourquoi les gens vont traîner avec la maladie avant d'aller en consultation. Et en ce moment, ils vont aller trouver que c'est des complications. Voilà. Il faut dire qu'il y a des maux de tête, des fatigues intenses, les douleurs au niveau du ventre, et il y a d'autres signes qui s'associent.
Donc ça ressemble plus au paludisme. Si on y prend garde, on va penser que c'est palu. Et également, pour connaître exactement c'est de la fièvre typhoïde qu'on souffre, il faut bien sûr des examens. Donc ils vont faire les prélèvements des selles. Comme on a dit, c'est à travers les selles qu'on va trouver le bactérie qui se trouve dans les selles, ou bien un prélèvement de sang pour aller au laboratoire faire des analyses. C'est à travers ces examens-là qu'on arrive à détecter si la personne a la fièvre typhoïde ou pas. Et également, on peut, à travers ces examens biologiques bien sûr, avoir les traitements qui sied, l'antibiotique qui est nécessaire pour tuer les germes en question. Comment se fait la prise en charge pour une personne qui est atteinte de fièvre typhoïde? Est-ce que le traitement est différent? Vous dites qu'il y a des similitudes avec le paludisme. Est-ce qu'on reçoit les mêmes traitements? Comment est-ce que ça se passe? Non, on n'a pas les mêmes traitements que celui du paludisme. Comme on a dit, c'est à travers les examens, ça va indiquer quel antibiotique il faut appliquer pour tuer les germes en question. Puisqu'il faut dire qu'il y a beaucoup de... les germes s'appellent Salmonella typhi et il y a beaucoup de types de Salmonella. Donc c'est l'examen du laboratoire là permet aussi de donner des indications pour le traitement. Et quand la personne est atteinte de complications, bien sûr, ça sera une hospitalisation au niveau des formations sanitaires pour une prise en charge adéquate. Alors, pour beaucoup, donc, c'est une maladie que l'on retrouve justement avec la consommation d'un certain nombre d'aliments. On a parlé des légumes, on a parlé aussi de la non-propriété, on a parlé du lavage des mains. Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Burkina. Il y a des personnes qui, face à un certain nombre de maladies, proposent d'aller directement à l'indigénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mélanger au plan moderne avec ce que nous avons de traditionnel dans le cadre de cette maladie, par exemple? Oui, le premier recours en tout cas au Burkina Faso de traitement des soins, c'est d'abord l'indigénat, comme vous l'avez dit. C'est quand ça ne va pas réellement qu'on vient dans les formations sanitaires. Est-ce que c'est indiqué? Bon, en tout cas, il faut aller très tôt dans une formation sanitaire pour qu'on puisse prendre à temps, bien sûr, la maladie dont on souffre. Si on part tard, ça sera des complications et ça va nécessiter beaucoup de temps de séjour dans la formation sanitaire en question et voire même, vous allez dépenser beaucoup, vous allez perdre en temps. Donc économiquement et matériellement, il va mobiliser également beaucoup de populations pour venir à votre secours. Celui qui va, l'accompagnant qui sera là-bas, ou bien au Burkina Faso, ce n'est pas un seul accompagnant des malades. Donc ça handicape beaucoup de choses. Donc quand on part plus tôt, on va diagnostiquer précocement et puis traiter à moindre coût en ce moment au lieu d'attendre que ça se complique. Le fait de traîner avec la maladie, comme on a dit, ça va créer des complications. Alors, on parle d'une campagne de vaccination que vous comptez lancer bientôt. Quel peut être l'impact d'une vaccination par rapport à ce mal-là? Voilà, il faut dire que c'est sur recommandation de l'OMS que le Burkina Faso a introduit la vaccination contre la fièvre typhoïde. Et il faut dire qu'il y avait ces vaccins qui existaient dans les pharmacies, mais le vaccin qu'on va utiliser pour la campagne est différent des vaccins qui étaient là dans les pharmacies. Il faut dire que c'est un vaccin qui est combiné, qui est plus efficace. Et quand l'enfant est vacciné, ça les protège pendant une longue durée. Et raison pour laquelle le Burkina Faso a introduit cette vaccination. Et après la campagne de vaccination de masse, bien sûr, il faut dire que ça va rentrer dans les vaccinations habituelles des enfants de moins de 5 ans. Et c'est à partir de 9 mois que ces enfants vont bénéficier de ces vaccins. Pourquoi cibler spécifiquement les enfants de 9 mois? Il faut dire que c'est à travers à partir de cette période que l'enfant est beaucoup plus exposé. Et voilà pourquoi on veut renforcer l'immunité de l'enfant pour que, même s'il est confronté à cette maladie, qu'il ne puisse pas avoir les complications, développer les complications de cette maladie.
Alors, on parle d'enfants, on parle donc de nourrissons qui devront prendre des vaccins. Vous parlez d'un nouveau vaccin qui est différent de celui qu'on avait au niveau de nos officines pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a des effets secondaires par rapport à ces vaccins, déjà à l'intention des parents qui devront se préparer à mener leurs enfants? Oui, comme tout ce qui rentre dans l'organisme n'est pas sans effet secondaire. Même l'eau qu'on boit, peut boire, il peut avoir des maux de ventre. Donc, il y a toujours des effets secondaires des médicaments. Et ce qui est connu pour ces vaccins, c'est qu'il peut avoir des éruptions cutanées, comme tout vaccin. Là où on a vacciné, injecté le produit, il peut avoir des éruptions cutanées après douleur, après la vaccination. Et peut-être aussi des maux de tête. Et quand il y a ces effets secondaires qui sont perçus, il faut aller dans une formation sanitaire qui est plus proche de chez vous pour qu'on puisse prendre en charge l'enfant en question, si c'est lié bien sûr à la vaccination. Et en dehors de ce qu'on a donné, s'il y a d'autres manifestations, quelles que soient, les vaccins, si après une vaccination, l'enfant n'arrive pas à dormir ou bien il y a d'autres signes qui font que l'enfant, après la vaccination, bien sûr, il faut que les parents d'enfants retournent dans la formation sanitaire pour qu'on fasse la relation pour savoir si c'est lié à la vaccination ou pas. Ne pas rester à la maison parce que les gens se cachent derrière les effets secondaires des produits ou bien autre chose pour ne pas faire vacciner les enfants pour les vaccinations à venir. On dit que mon enfant a pris, il a eu ainsi de suite. Et quand il y a d'autres campagnes, on ne va pas aller. Pour vous, ce n'est pas vérifié, c'est des informations erronées? Ce n'est pas tout à fait vérifié parce qu'il peut y avoir une coïncidence, comme on a dit. Et par cette coïncidence, on va dire que c'est lié au vaccin. Si l'enfant avait manqué de l'hygiène, on prend l'exemple de les médicaments qu'on donne contre le paludisme pendant la saison hivernale. On va donner, puis c'est par la bouche qu'on va donner. S'il n'y a pas eu de mesures d'hygiène que les parents ont pris, on va donner à l'enfant, il va avoir des maux de ventre, on va dire que c'est lié aux médicaments. Il y a d'autres choses qui expliquent cela. Donc les vaccins également, c'est ça. Il peut y avoir par coïncidence, mais on n'a pas dit que c'est exclu, bien sûr. Voilà. Et s'il y en a, c'est mieux de se rendre dans une formation sanitaire pour qu'on puisse faire la part des choses, diagnostiquer, pour voir si c'est lié effectivement au vaccin ou pas. Concrètement, comment est-ce que cette campagne nationale de vaccination va se dérouler? On dit qu'elle s'étendra sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a des zones qui seront d'abord où on va débuter avant de l'étendre aux autres régions? Comment est-ce que les équipes vont se déplacer? Est-ce que ça sera du porte en porte ou est-ce que les parents vont devoir se rendre dans les formations sanitaires? Comment est-ce que ça se passera concrètement, ainsi que les dates? Merci beaucoup. Il faut dire que cette campagne, comme on a dit, c'est une campagne nationale. C'est tout le territoire national. Les autorités ont déployé les moyens pour pouvoir atteindre toutes les zones, bien sûr, de notre pays. Et ça va concerner les enfants de 9 mois à 14 ans. Et ça va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025, durant une semaine. La stratégie, il y a beaucoup de stratégies. Entre autres, il y a la stratégie fixe, c'est-à-dire que dans les formations sanitaires, il va y avoir des sites de vaccination au cas où les parents viendraient avec les enfants là-bas, ils vont avoir la vaccination de ces enfants. Également, il y aura des sites avancés, comme c'est de la vaccination, ils vont aller s'installer dans un endroit public et il y a des volontaires qui sont formés également pour mobiliser la population, les parents d'enfants, les enfants cibles pour pouvoir faire vacciner. C'est-à-dire on va identifier un endroit qui est plus connu de la population de la zone et les vaccinateurs vont aller s'installer. Le mobilisateur va faire venir les enfants et va les vacciner. Comme c'est le vaccin injection, c'est un peu souvent difficile de porte en porte. Mais le porte en porte aussi n'est pas exclu.
Quand on voit que l'affluence n'est pas ça, ou bien la population ne vient pas, ils peuvent se lever, aller et faire des porte en porte pour avoir les enfants, les vacciner, là où ils se trouvent. C'est-à-dire les marchés, les gares routières, tout endroit qui peut regrouper la population cible, les vaccinateurs vont s'y rendre et les mobilisateurs vont faire le tour pour mobiliser les enfants, pour qu'ils se retrouvent là-bas pour vacciner les enfants. Comment les populations peuvent-elles contribuer au succès de cette campagne de vaccination-là? Merci beaucoup. La contribution de la population, c'est d'adhérer à cette campagne, accepter et faire vacciner les enfants, faire sortir les enfants pour que les vaccinateurs les vaccinent. Si on casse les enfants, on ne pourra pas avoir tous les enfants, bien sûr, les vacciner. Et également, ceux qui ont... Beaucoup pensaient que c'est à une époque donnée, c'est lointain, où on cachait les enfants pour éviter qu'il n'y ait de vaccination. Est-ce que c'est des choses qui existent toujours aujourd'hui, 2024-2025? Oui, ce n'est pas exclu, parce qu'on peut arriver, on va dire qu'il n'y a pas d'enfants. Ça, c'est une manière de casser les enfants. Pour fuir la vaccination, on va dire qu'il n'y a pas un enfant de cette tranche d'âge dans leur cours. Et pourtant, peut-être qu'il y en a. Souvent, c'est pourquoi il faut que les volontaires soient des gens de la localité. Mais la vie de Ouagadougou est complexe. Voilà. Sinon, si c'est des résidents, ils se connaissent entre eux. Quelqu'un qui a des enfants réellement, les volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire qui sont recrutés et qui travaillent et connaissent la population, bien sûr. Et s'il y a un enfant dans la cour, ils doivent connaître s'il y a un enfant ou pas. S'il y a un étranger aussi qui a des passages, ainsi de suite, ils doivent connaître. Mais dans les zones reculées, ce n'est pas exclu que les gens veulent encore casser les enfants. Est-ce que aussi cette réticence, cette méfiance n'est pas due aussi à un manque de sensibilisation de votre part à l'endroit de ses parents qui entendent beaucoup de choses sur les vaccins? Nous venons de passer la phase Covid il y a quelques années, qui ont entendu beaucoup de choses et qui sont tellement méfiants. Oui, c'est possible parce que de nos jours, comme on a dit, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas justes, qui circulent. Et également, de bouche en oreille, les gens se désinforment. Ce n'est pas des informations avérées. Au lieu d'aller à la source de l'information, les gens se fient aux on-dit et ils ne partent pas chercher les vraies informations. Je ne pense pas que nos autorités vont envoyer quelque chose pour nuire à la population. Si c'est ainsi, bon, la vaccination a commencé depuis des années. Combien sont morts dus à la vaccination? Pourquoi on vaccine les enfants habituellement, mais quand il s'agit d'une campagne, les gens sont méfiants. Alors que c'est les mêmes circuits de ravitaillement qui viennent pour être administrés à nos enfants. Et les volontaires qui sortent, ils sont formés bien sûr. Avant qu'ils ne sortent, il y a des formations qu'ils vont recevoir. Il y a des agents de santé qui les suivent également. Et à tous les niveaux, il y a un suivi. Du niveau central jusqu'au niveau CSPS, il y a des supervisions qui se font tous les jours pour vérifier la mise en œuvre réelle de ces directives qui ont été données pour quel que soit que les vaccins. Donc la population, on appelle la population à avoir confiance à nos autorités sanitaires, à nos autorités qui font de leur mieux pour que nos populations puissent bénéficier des soins gratuitement et également des vaccins gratuitement. Quand on dit c'est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé les coûts. Voilà pourquoi c'est gratuit. Sinon, il n'y a pas de choses qu'on donne gratuitement à quelqu'un. La vaccination, l'État a payé. Voilà pourquoi c'est gratuit. Et la couche qui est plus vulnérable qu'on cible pour pouvoir immuniser leur organisme pour faire face aux différentes maladies qu'ils vont confronter dans leur vie. Mon avant-dernière question, on a parlé d'une campagne qui va concerner justement les enfants de 9 mois à 14 ans. Est-ce à dire que l'adulte est beaucoup plus immunisé? Est-ce à dire que l'adulte résiste beaucoup plus face à la fièvre typhoïde? Oui, il faut dire que la fièvre typhoïde touche tout le monde, y compris les adultes, bien sûr. Mais dans question de santé publique,
on voit là où il y a plus d'impact. Donc quand j'ai donné parmi les décès, vous avez vu que c'est des enfants qui viennent en tête, 80%. 300 et quelques décès au Burkina Faso. 80%, c'est pas petit. Voilà pourquoi. Pour quelle année? 2019, c'est des chiffres de 2019 qu'il y a eu une étude pour donner ces chiffres. Et vous voyez que c'est pas petit. Voilà pourquoi on mise sur la population qui est plus vulnérable dans un contexte de moyens bien sûr limités. Sinon, on aurait dû avoir les vaccins pour vacciner toute la population. Mais comme il n'y a pas assez de ressources pour vacciner toute la population, on va cibler les populations qui sont plus vulnérables. Et cette fois-ci, on a plus élargi, aller jusqu'à 14 ans. En tout cas, c'est la première fois. Sinon, les campagnes, généralement, on se limite à 5 ans. Les enfants de moins de 5 ans. Mais cette fois-ci, on allait jusqu'à 14 ans. C'est-à-dire 9 mois à 14 ans. C'est beaucoup plus large pour avoir le maximum d'enfants. Alors, vous avez l'occasion d'avoir des parents qui vous écoutent actuellement sur les radios ATFM et qui vous suivent aussi sur la télévision True TV. Quel est le dernier message de sensibilisation que vous avez à leur endroit? D'accord, merci beaucoup. Nous allons demander aux parents de se mobiliser pour faire sortir les enfants. Si les vaccinateurs tapent à leur porte, qu'ils fassent sortir les enfants pour qu'on puisse administrer les vaccins. Également avoir confiance aux vaccinateurs, à tout ce qui est campagne nationale qui est organisée par nos autorités pour dire que c'est parce que c'est fiable qu'on les organise. Et aller à l'information. Si on a eu des rumeurs sur quelque chose que ce soit, qu'on s'approche des autorités ou bien des prestataires de santé, des professionnels de santé pour avoir plus d'informations et déconstruire les rumeurs qui tournent autour des vaccinations. Donc, la campagne va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025 et les cibles, c'est les enfants de 9 mois à 14 ans. Nous demandons aux parents de faire sortir tous les enfants pour qu'on puisse avoir tous les enfants vaccinés à la fin du 29 janvier. Merci à vous, Salif Ouedraogo, d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes le responsable de la santé au niveau du district sanitaire de Bashki. Encore merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info, numéro piloté à la réalisation télé par Aimé Zoundi et au niveau de la radio par Alphonse Déduit. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.